Numéro 1. Animateur Antoine et Léom, est-ce que c'est toi qui fais le résumé ou quelqu'un d'autre de la table? Enfin, voilà, je vous laisse la parole. On va faire que ce soit moi. Donc, on était une petite table, hein, on était 5. On a eu des problèmes d'enregistrement, donc on n'a pas pu enregistrer la séance. On a présenté, donc moi j'ai présenté l'exemple de l'écopartica et de la filière chanvre en termes de filière territorialisée. J'insiste sur ce petit mot, puisque le mot filière locale est à mon goût très dévoyé par les filières industrielles aujourd'hui qui ne... Enfin, voilà, j'insiste sur le fait qu'on est sur une filière qui produit, transforme et commercialise sur un territoire restreint. La différence de filière locale maintenant qui devient des filières qui produisent localement, qui transforment localement, mais qui peuvent commercialiser nationalement. Donc voilà, donc une conclusion hein, sur un petit peu sur les freins et comment promouvoir ces filières de territoire, comment elles peuvent servir les territoires, sur l'idée d'être vraiment sur une motivation, il y a un vrai besoin d'avoir des porteurs de projets, des maîtrises d'ouvrage. On a vraiment axé plutôt notre discussion autour de la maîtrise d'ouvrage publique, avec des maîtres d'ouvrage, des porteurs de projets vraiment motivés, voire convaincus pour aujourd'hui arriver à mettre en place ces matériaux. Arthur faisait la petite aparté là sur une école. C'est évident que c'est un portage politique important. On a évoqué, nous, le projet que l'on suit plus près à Thiron-Gardé dans le 28, là dans le Ré-Loire, d'une salle des fêtes en rénovation où on aura du terre-chanvre pour l'isolation extérieure et de la laine de chanvre brute dans les murs. C'est un vrai parcours du combattant pour réussir à valider des modes constructifs adaptés aux matériaux bruts et qui répondent à toutes les normes, puisque là, c'est un ERP deuxième catégorie qui va être fait en matériaux biosourcés locaux. Donc, besoin d'identifier un vrai portage politique important pour obtenir des chantiers démonstrateurs. Et on a insisté sur le fait que les filières de nos matériaux régionaux aujourd'hui, hein, paille, terre, chanvre, pour ne parler que d'elles, sont aujourd'hui armés et ont déjà bien œuvré pour pouvoir rassurer et accompagner les porteurs de projets publics. Donc, ces porteurs de projets publics n'hésitent pas à solliciter les filières ou les têtes de réseau, hein, comme l'ARP, sur ces sujets, pour qu'il y ait des projets qui aboutissent. Même si c'est le parcours du combattant, aujourd'hui, il y a des solutions et on arrive à les trouver tous ensemble. La fin de notre échange portait sur aussi un intérêt de mobiliser les filières qu'on a appelées d'assistance à maîtrise d'ouvrage, CAUE, ABF, autres structures qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de ces porteurs de projets publics, pour les inviter à être force de proposition en termes de sollicitation des matériaux locaux. Voilà, donc avec l'organisation de visites, de concrets, d'échanges concrets avec les élus qui ont franchi le pas et qui ont subi tous ces franchissements d'étapes pour aboutir à des projets qui tiennent la route. Voilà en tout cas ce que je peux en dire. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à l'objectif de notre mission, mais voilà. Merci beaucoup Antoine. Je vais laisser la parole à Frédéric Basile pour la table ronde numéro 2. Donc, du coup, sur la table numéro 2, on était aussi un petit groupe de 5 personnes, je crois, pareil, équivalent. On s'est attaché dans un premier temps à rappeler les obligations des maîtres d'ouvrage publics. Aujourd'hui, ça a été rappelé par le collègue juste avant, il y a des porteurs de projets du côté de la maîtrise d'ouvrage, techniciens et élus qui sont hyper engagés sur ces thématiques. Mais on peut aussi être confronté à des maîtres d'ouvrage publics dont ce n'est pas forcément l'appétence première ou la lecture première. Et de ce fait, on a rappelé qu'on avait un cadre réglementaire qui, de toute façon, a mené la maîtrise d'ouvrage public à faire changer et évoluer ses pratiques sur les questions, en tout cas, de prise en compte du cycle de vie d'un bâtiment. Les obligations réglementaires récentes, on a rappelé donc la loi de transition énergétique croissance verte 2015, la loi AGEC plus récemment
début 2020, qui fixe des objectifs en termes de gestion des matériaux et de philosophie en fait, d'appréhension de ces chantiers aussi, de construction-rénovation. Du coup, en fait, ce cadre réglementaire, c'est sûr qu'aujourd'hui, il fait énormément bouger la maîtrise d'ouvrage public. Donc, c'est vrai que pour faire avancer les sujets, tant du recours aux matériaux biosourcés que issus de réemploi, réutilisation ou matériaux recyclés aussi, qui sont parfois complètement déconnectés de la notion de filière locale, comme ça a été rappelé également aussi auparavant, sont des sujets que beaucoup de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre aussi s'approprient. Donc ça, c'est le sujet, gros sujet dynamique pour les maîtres d'ouvrage publics. On a rappelé aussi que la réglementation thermique 2012 allait céder le pas à la réglementation environnementale 2020. Le calendrier de déploiement de cette RE 2020 a glissé à la mi-2021 aujourd'hui. Parmi les grands axes de sujet, la prise en compte des externalités environnementales du cycle de vie des matériaux du bâtiment. Donc ça devrait tirer à permettre aux filières locales biosourcées ou porteuses d'autres innovations comme le réemploi, la réutilisation, de vraiment pouvoir valoriser leur plus-value sur cette prise en compte des externalités environnementales des matériaux. Alors aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage publics sont peu outillés par rapport à ça. Comment évaluer le cycle de vie ou les externalités de mes matériaux, ce n'est pas encore super bien doté, mais avec un peu de rigueur, on commence à avoir des innovations en termes de rédaction de contrats de la commande publique qui intègrent ces questions-là. Mais bon, ça nous amène à nous dire qu'en 2021, ça va être un sujet très très fort à travailler avec les acteurs des régions pour valoriser leur plus-value sur les maîtres d'ouvrage publics. Ensuite, en face de ça, on a rappelé qu'on avait tout l'outillage juridique. Donc aujourd'hui, un acheteur public qui dirait « mais je ne peux pas trop faire ceci ou trop faire cela », non, aujourd'hui, on peut absolument tout faire en commande publique. On peut être très très créatif en commande publique aujourd'hui, dans le contexte juridique, tout en respectant les principes de la commande publique. Le seul grand élément à garder en tête, c'est toujours qu'on ne peut pas faire de préférence locale directe. Donc ça, on ne peut pas, par exemple, à matériaux biosourcés équivalents, dire je choisis cet opérateur à côté de chez moi parce qu'il est à 20 km plutôt que celui qui est à 200 km. Ça, aujourd'hui, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça chacun jugera ensuite. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux une approche ou une autre, mais de dire qu'aujourd'hui, de façon frontale, la discrimination par la proximité géographique n'est toujours pas possible dans la commande publique, malgré tous les sujets clés aujourd'hui, que ce soit en achat de denrées alimentaires, les filières locales. C'est ultra porté politiquement en Normandie, avec Je mange normand dans mon lycée, par exemple. Mais donc, on ne peut pas faire de l'approche localiste frontalement. On est toutes et tous convaincus que les filières et les solutions développées sur les territoires, ça a été rappelé à travers les différents intervenants, à travers les différentes interventions de ce matin, c'est hyper intéressant. Donc, on peut tout à fait faire du local, mais on ne peut pas le faire n'importe comment en commande publique. Il y a plein de leviers pour faire du local aujourd'hui. Et donc, parmi les nouveaux leviers juridiques, il y a notamment l'entrée dans le code de la commande publique du sourçage. Ça, c'est discuté avec les opérateurs qui savent faire, avec les réseaux, les filières. Ça a été rappelé juste avant dans la restitution de la précédente table, l'importance d'être en contact avec les têtes de réseau, les experts, les acteurs du terrain, pour pouvoir s'approprier leur savoir-faire, évaluer avec eux les contraintes, les volumes, les délais, etc., pour pouvoir faire des procédures d'achat qui collent complètement à cette réalité-là. Sans faire la préférence locale, c'est valoriser les savoir-faire à travers des spécifications techniques, des conditions d'exécution, des critères d'attribution qui collent à ce savoir-faire des opérateurs locaux pour pouvoir leur dérouler le tapis rouge en termes d'attribution de marché sans faire une préférence locale directe. Donc, c'est vraiment la philosophie avec laquelle il est possible de travailler aujourd'hui et c'est ce qu'on a rappelé très brièvement, très rapidement dans notre table ronde. Ensuite, on a présenté quelques outils qui aujourd'hui sont à la disposition des maîtres d'ouvrage publics qui ne sont pas tout seuls abandonnés à se dire comment je vais commencer pour le côté juridique et rédaction des contrats. Donc aujourd'hui, il y a des clausiers qui existent, prêts à l'emploi, libres de droit, développés par des réseaux, par d'autres collègues donneurs d'ordre public, impliquant des experts autour de on va dire très largement la construction durable, de façon un peu caricaturale. Et de ce fait, on a des clausiers copier-collable à son contexte. Alors, le risque du copier-collable, c'est toujours pareil, c'est que c'est tout beau, tout propre et tout ça, mais ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe sur notre territoire. Au final, ça appelle des solutions qui sont belles sur le papier, dans le concept, par exemple des matériaux de réemploi sur une famille de matériaux, sauf que s'il n'y a personne dans votre secteur qui fait ça, vous allez avoir un gros opérateur qui va répondre à l'autre bout de la France. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, sur des marchés aujourd'hui de voirie, on fait venir des gros matériaux recyclés,
Sauf que quand on est en PACA, les matériaux recyclés viennent d'Alsace. Donc, vous voyez, parfois, il faut aussi être en capacité d'avoir cette approche cycle de vie à chacun de vos contextes de chantier particuliers et des richesses du territoire autour de ce chantier qui vont amener à ne pas tomber dans des grandes généralités, donc faire du copier-coller de clauses, de guides qui vont bien. Donc, on a ces clausiers libres de droit, que ce soit pour rappeler des matériaux réemploi, réutilisés, recyclés. Et on a aussi très récemment un guide de la commande publique pour l'appel de matériaux biosourcés. Donc, il y a vraiment tous les outillages en fonction des appétences de chacun dans ces projets pour travailler sur ces solutions-là. Et puis, ça a été présenté par les collègues de l'ARP, la plateforme Élucidé, qui en fait est une plateforme qui va compiler tous les documents utiles pour travailler sur ces questions, d'économie circulaire. Voilà, Aurel partage l'écran. Donc, ce portail qui permet de compiler toute la donnée intéressante et de coordonner au mieux les actions et les savoir-faire et les savoirs de toutes et tous pour réaliser le maximum d'opérations de maîtrise d'ouvrage public intégrant ces solutions. Et pour conclure, on s'est juste redit qu'en rendez-vous de l'année 2021, une opération collective, accompagnement de 10 maîtres d'ouvrage publics normands sur la prise en compte des innovations qu'on a pu discuter ce matin dans la commande publique. Voilà, donc une opération qui va durer 2021-2022. Donc, il y aura une forte coordination, animation du point de vue des maîtres d'ouvrage publics en termes de commande publique et de prise en compte des enjeux d'économie circulaire dans le bâtiment. Sachant qu'en Normandie, il y a un ou deux maîtres d'ouvrage publics qui sont également accompagnés dans le cadre d'un appel à projet national porté par la plateforme Démoclès. Mais là, on n'est pas forcément sur le biosourcé, on est plus sur les matériaux réemploi, réutilisation, recyclés. Voilà tout ce qu'on s'est dit dans notre table ronde. Super, merci beaucoup Frédéric. On va basculer à la table ronde numéro 3. Jean-Claude Breteau a dû nous quitter malheureusement. Donc Grégory, je te laisse la parole. Ouais, c'est moi qui vais le faire. Oui, alors, je vais être beaucoup plus synthétique dans la table ronde numéro 3 qu'on a effectivement parlé du projet territorial du Single Schist normand, notamment autour du développement d'une filière construction paille. Et en fait, voilà, donc les grands éléments qui sont ressortis, c'est finalement quel message on souhaite faire passer aux uns aux autres. Donc finalement, les messages que souhaitent faire passer les participants aux professionnels, donc aux participants élus, aux professionnels du bâtiment, c'est voilà, nous élus, on a besoin de professionnels, mais notamment de maîtres d'œuvre, d'architectes qui puissent nous accompagner, enfin en tout cas nous conforter dans nos choix d'utiliser des écomatériaux locaux dans nos bâtiments. Donc voilà, un message passé aux professionnels du bâtiment. Et puis un message passé des élus vers les autres élus qui étaient dans les autres tables rondes, c'est finalement les élus ont un rôle insister sur le rôle prescripteur des élus, même si parfois effectivement ils rencontrent des difficultés, notamment à identifier des professionnels qui vont être en phase avec eux, en tout cas sur leurs objectifs. Et finalement, le rôle des élus locaux n'est pas tant uniquement un rôle de prescripteur au niveau local, mais peut être aussi un rôle d'appui des élus nationaux pour mieux faire reconnaître les écomatériaux locaux dans les réglementations et dans les dispositifs qui se décident à l'échelle nationale. Donc, voilà en quelques mots ce qui est ressorti de nos échanges. Ok, merci. Table ronde numéro 4. Julien ou David Groix? Excusez-moi, j'étais en train de travailler le compte-rendu. Je vais laisser Julien parler parce que j'ai un peu de mouvement. Voilà, donc table ronde qui était animée par David de l'Abeille et moi-même. Voilà, bon, les échanges ont été rapides et on n'a pas eu le temps de l'échange comme on l'aurait vraiment souhaité. Il y a eu plutôt du contenu un peu descendant quand même sur une grande partie de cet atelier. Ce qui était intéressant, c'est quand même d'une manière générale, le message qui se dégageait était un vrai consensus. Et ça, c'est vraiment, je pense, important à souligner. Et le message que nous avons choisi d'extraire collectivement, de formuler là au sein de cette table ronde, je suis en train de le chercher. Voilà, c'est que la dynamique en fait des acteurs professionnels et associatifs notamment se poursuit et regrette une ambition souvent trop faible, trop timide de la part des élus.
Et donc, nous les appelons à se former, à s'engager pour soutenir des projets exemplaires. Ces projets écologiques exemplaires qui intégreraient le réemploi et les écomatériaux devront, à notre sens, être menés de manière coopérative avec les acteurs privés, citoyens, associatifs, sur ces formes d'ingénierie collective qui émergent de plus en plus. Et nous souhaitons que ces projets, par leur exemplarité, ils seront évidemment précieux en termes de retour d'expérience, mais surtout inspirants et qui vont pousser la duplication de projets de ce type à l'échelle régionale. Donc voilà, le message, la teneur du message, c'est que il y a des dynamiques engagées, des acteurs qui continuent d'avancer et qui regrettent globalement que les élus n'avancent pas à la même vitesse et ne soient pas identifiés pour en tout cas une part d'entre eux. Petit aparté, il y a quand même quelques élus qui sont très exemplaires sur le sujet depuis de nombreuses années et qui ont été même précurseurs. Donc, bien sûr, loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus, mais voilà, dans certains territoires, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et donc, on ne peut que les appeler à concourir à cette dynamique de manière plus importante. Merci beaucoup, Julien. Arthur, pour la table ronde numéro 5. Ou quelqu'un d'autre pour la table ronde numéro 5. Arthur, tu es encore avec nous? Je suis là. Ouais, j'étais là. Je parlais avec le micro coupé, pour moi. On n'a pas fait de conclusion commune. On a plutôt fait des discussions jusqu'au dernier moment. Donc, voilà. De mon point de vue, ce qu'on a fait, c'est on a parlé un petit peu de la RE 2020 et de ce que ça va changer potentiellement pour les matériaux biosourcés. En particulier, il y a un sujet, c'est la question de comment on fait un bilan carbone d'un matériau. Et récemment, donc, il a été décidé que ce sera par le biais d'une ACV dynamique, c'est-à-dire en prenant en compte le stockage temporaire du carbone dans les matériaux de construction. Donc, on a parlé un petit peu de ça, de quelle est la physique sous-jacente. Alors certes, ça va dans le bon sens. Pour autant, pour les matériaux locaux, le chemin reste difficile, notamment le fait de faire une FDES qui est coûteux et qui a du mal à introduire, on a du mal à faire entrer toute la variabilité dans ces FDES que peuvent représenter les matériaux locaux. On peut noter néanmoins qu'on a aujourd'hui une FDES sur la paille. L'année prochaine, on va avoir des FDES sur le chanvre, laine de chanvre, chaîne de terre chanvre qui vont arriver, et à la Confédération de la construction en terre crue qui est dans un travail important pour essayer de produire des FDES sur les différentes constructions en terre. Voilà, c'est un travail compliqué, mais les filières essaient de s'organiser pour essayer d'y répondre, pour pouvoir exister dans le cadre réglementaire qu'on va nous imposer l'année prochaine. Il y a un autre sujet dont on a parlé qui est important dans la réglementation, c'est comment on mesure la performance réelle des matériaux. Aujourd'hui, tout est basé sur le lambda, la conductivité thermique. Et on sait que les parois biosourcées ont peut-être d'autres qualités. Est-ce qu'il faut travailler à isoconfort? Voilà, on a discuté assez longuement de ces questions-là, mais ça reste un gros sujet sur lequel il y a un travail qui est en cours porté par le CFDB et l'AICB, qui sont les deux associations qui représentent les producteurs d'isolants biosourcés en France, pour essayer de voir quelle est la bonne variable pour mesurer la performance d'une paroi au sens global, c'est-à-dire la contribution d'une paroi à la performance. Et donc ça va avoir un impact sur deux choses, à la fois sur la consommation énergétique de chauffage, mais aussi sur comment on compare les matériaux en ACV et en bilan carbone. Est-ce qu'on compare les matériaux à performance identique? Et c'est quoi cette performance? Est-ce que c'était juste le lambda ou est-ce que c'est autre chose? Voilà pour... voilà, je ne sais pas si Sophie, Laurent, Lucille ou Yano, vous avez des choses à rajouter Bon. Merci Arthur. François, pour la table ronde numéro 6. Ton micro est coupé. François, ton micro est coupé. Oui, désolé. Pardon. Je reprends. Donc, nous avons eu une bonne demi-heure de discussion autour des cartographies, des différentes cartographies, tant de l'ARP que de la frugalité heureuse, que de Mater, que des ressourceries. Et on a exposé un peu tous les
volonté de mutualisation, la politique d'éthique par rapport à ces cartographies, donc est très dur, par exemple, par rapport à l'établissement d'une charte. Qu'est-ce qui fait que on référence des professionnels ou pas sur une carto? Et il semblerait qu'il y a besoin de beaucoup plus de temps d'échange autour de tous ces outils-là pour savoir qu'est-ce qu'on serait en capacité de partager, qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser. Il y a aussi la question, bien sûr, des financements. Il y a la question de la surcharge de certains artisans. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se sont posées et bien sûr, on aurait une volonté d'aller vers une mutualisation commune, un peu comme ce qu'on voit avec Transiscope, la carte des alternatives, qui recense, là pour le coup, tellement de structures et tellement de détails que ça manque peut-être un peu de précision, notamment pour l'habitat. Mais qui a au moins l'avantage de citer les sources à chaque fois. Donc voilà, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mutualiser toutes ces identifications de professionnels et de matériaux locaux, de provenance de matériaux locaux, et on a besoin de plus se rencontrer, de plus travailler là-dessus et de partager nos divergences et nos convergences. Voilà. Merci. Merci beaucoup François. Bon, il est 12h55, on va finir à 13h. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde, autant aux participants qu'aux animateurs d'avoir tenu malgré les écarts de timing, mais on voit bien que tous les sujets qui ont été abordés, esquissés, soulevés, approfondis sont totalement pertinents parce qu'ils ont suscité beaucoup d'échanges et on avait envie d'aller plus loin. Pour être honnête, l'événement devait durer toute une journée à la base et devait être en présentiel, mais comme vous le savez, avec les conditions actuelles, ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à cette formule à distance et sur une demi-matinée pour ne pas non plus vous occuper l'esprit, parce que Dieu sait que c'est compliqué d'être concentré non-stop à distance. Donc merci beaucoup d'avoir tenu dans la durée. Sachez que du coup, on va centraliser l'ensemble des diaporamas qui ont été présentés. Il y a certaines tables rondes qui ont été enregistrées, d'autres non. Malheureusement, on était limité en fait en termes de co-animation. Zoom ne nous permettait pas de faire 6 co-animateurs, donc on ne pouvait pas faire 6 enregistrements. Mais voilà, je pense qu'avec les comptes rendus, les vidéos, les prises de notes, on va faire quelque chose de global, une synthèse, et que vous recevrez, bien entendu, avec l'ensemble des contacts, parce que ce qui est essentiel surtout, c'est de se rencontrer et de se connaître et de créer des passerelles là où il n'y en a pas. Voilà, j'ai noté quand même la difficulté de toucher certains élus ou de rencontrer des élus qui sont partants pour ce genre de projet. Bah, comme vous le voyez pour aujourd'hui, c'est quand même assez significatif, mais on a quand même beaucoup plus de professionnels, d'associatifs, d'institutionnels que d'élus, et ça, c'est une véritable difficulté à l'ARP. Donc, n'hésitez pas, je vois que tout le monde se barre, à faire du bouche à oreille, parce que ça reste quand même la meilleure des communications, parce que nous, on travaille forcément à distance par des mails, des newsletters, on passe des coups de fil, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et vu la période que l'on vit actuellement, ça va être crucial d'avoir des contacts proches. Donc, je vous invite à les inviter à ces clubs, le club de l'éco-construction, le réemploi, le Rancopper ou les autres qu'on n'a pas pu inviter aujourd'hui, mais voilà, selon leur domaine d'expertise et leur intérêt. Vraiment, invitez-les et participez, même vous-même. Si c'est la première fois pour vous que vous participez à l'un de ces clubs, bah, vous êtes les bienvenus pour l'année 2021, voilà, quel qu'il soit. Donc, je vais m'arrêter là. Je peux dire un petit truc, Aurèle, avant que tu termines. Pour moi, ce Alors, sera... ouais, Grégory, voilà. juste pour donner aussi des nouvelles des groupes de travail qui sont réunis là depuis 2018. Voilà, pour dire que voilà, dans le cadre du groupe de travail sur les filières d'écomatériaux, on avait tous collectivement poussé vers le dépôt d'un appel à manifestation d'intérêt pour avoir du financement pour faire de l'animation des filières locales en Normandie. Et après quand même pas mal de mois d'attente, le dossier a été accepté. Donc à partir de 2021, donc on aura du coup un équivalent temps plein qui serait réparti sur trois structures pour travailler concrètement sur des sujets transversaux communs aux filières locales. Et donc ça veut dire que dans les prochaines réunions du club éco-construction, notamment du groupe de travail sur les filières locales, voilà, on mettra en œuvre ce projet qui est issu du club. Et donc je suis vraiment content qu'on ait pu aboutir et qu'on puisse que ça soit notre
notre guide pour les travaux du club, et en tout cas du mode de travail sur les filières locales à partir de 2021. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien. Bah, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait Jarno et Mathilde de l'ANBDD qui ont participé à la table ronde numéro 5 avec Arthur, qui en ce moment ont besoin d'une ou deux entreprises significatives pour récolter des données sur les outils du laboratoire Nessie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter, vous les aurez dans les comptes rendus. Ou si vous connaissez une entreprise qui est partante, et ben voilà, c'est l'occasion de représenter sa structure et de donner des éléments aux outils du labo Nessie pour l'économie circulaire. Et voilà, Anne Panté dit aussi dans le chat, bienvenue dans les labos de chercheurs en génie civil, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous dit au revoir et bon appétit. En tant qu'élu, merci à vous. Bon. Bonne merci journée. d'avoir participé. Merci à tous nos super participants de la salle 4. Évidemment. Et ben donc, merci à tous et puis au plaisir de retravailler ensemble dans une prochaine réunion du club. Alors. Au revoir, à bientôt. Merci, Claire Sophie, bon appétit. Au revoir, merci à tous. Au revoir, à très vite. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.